Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Savoir est un devoir. Aujourd'hui, nous sommes à Burlatz. Vous aurez reconnu derrière moi le fameux pavillon d'Adélaïde, le dernier édifice civil roman du Tarn, un des plus beaux monuments que l'on puisse avoir, deuxième partie du XIIe siècle. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler d'une église que j'aime beaucoup, une église ruinée. Vous savez, mon affection pour les ruines. Il ne reste pas grand-chose, elle est perdue au milieu de la forêt. Mais c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors nous sommes ici à 350 mètres d'altitude, au-dessus du village de Burlatz où on se trouvait tout à l'heure. Et on est au milieu aujourd'hui de la forêt. Mais pendant très longtemps, du Moyen-Âge jusqu'au temps moderne, jusqu'au XVIIIe siècle, ce lieu a été très fréquenté. Pour une raison simple, il y avait juste derrière moi une église et un cimetière. Aujourd'hui, vous allez le voir, il ne reste plus grand-chose. Allez, c'est parti, venez. Alors, quand on fait de l'archéologie, il y a quelque chose de très important, évidemment, c'est de regarder ce qui est autour de nous. Et la première des choses qui frappe quand on vient ici, mais dans beaucoup de lieux qui ont été fréquentés par l'homme, c'est la présence de l'homme quand l'homme n'est plus là. Et là, en l'occurrence, vous le voyez, tout autour de nous, on a ce qu'on appelle du petit hou, du fragon. On appelle ça de la phytoarchéologie. C'est la présence de l'homme quand il n'est plus là, parce que l'homme, lui, il part, mais les plantes, elles continuent évidemment de vivre, de grandir, de mourir et de repousser. C'est une plante qui a été apportée par l'homme et en général, souvent, près des lieux de culte, près des cimetières, près des églises. Et vous voyez aujourd'hui, le fragon a colonisé à peu près tout cet espace. C'est un des marqueurs de la présence de l'homme qui n'est plus. Alors là, on vient donc de monter cette petite côte et on arrive ici à un endroit, alors peut-être difficile à voir à la caméra, même en vrai, c'est pas évident, j'avoue. Mais ici, on a un petit renflement comme ça sur le petit chemin qu'on emprunte. Ce petit renflement, en fait, marque l'emplacement de la murette du cimetière de l'église. Donc aujourd'hui, évidemment, le cimetière n'est plus là, la murette qui l'entourait non plus, mais si on creusait, si on faisait des fouilles ou des sondages, on verrait ici les fondations de ce mur de clôture du cimetière. Ici, là. Il n'y a vraiment aucun vestige de tombe, tu sais, on aurait pu retrouver un morceau, tu sais, de... Il n'y a rien. Ouais. Trop difficile, ça, c'est trop... Tu vois, après, bon, les vestiges de tuiles, de briques. Alors, ici, tout autour de moi, c'est l'espace du cimetière. On est donc sur une terre sacrée. À l'intérieur donc de cet espace qui était donc clôturé, ce qui est ici devant moi, c'est la falaise. De l'autre côté aussi, on est vraiment sur un mamelon comme ça. On est carrément au sommet de ce mamelon. D'ailleurs, le lieu, on va en parler, s'appelle Saint-Martial del Puech. Donc en occitan, le Puech, c'est le pic. On est donc dans cet espace qui fut pendant peut-être 1000 ans un cimetière et où on a arrêté d'enterrer les morts le 8 avril 1850. Donc vous voyez, ça fait 176 ans que personne n'a été enterré ici. Et vous le voyez aussi, il ne reste absolument plus rien de ce cimetière. Toute la végétation a repris ses droits et le cimetière n'est plus qu'un lointain souvenir. Là, c'est difficile à s'imaginer parce que la forêt a repris ses droits. Mais en réalité, on domine toute la région, on est vraiment sur un monticule, on domine tout. Et juste à nos pieds, on a le village de Burlatz qui est juste à nos pieds. Donc à l'époque, il n'y avait évidemment aucune végétation autour et on voyait très bien le village de Burlatz en contrebas. Alors je me trouve ici au cœur de cette église Saint-Martial. Vous le voyez, elle est régulièrement entretenue par des bénévoles. Elle est maintenue dans cet état de ruine, mais qui fait tout son charme. C'est une église qui est d'assez grande dimension pour l'époque. On est sur une église romane qui est mentionnée dès le XIIIe siècle.
mais qui a des origines qui sont probablement plus anciennes, puisque le vocable de Saint-Martial est un vocable que l'on retrouve notamment du temps de la féodalité, entre le Xe et le XIIe siècle. Saint-Martial étant le premier évêque de Limoges, et son culte s'est beaucoup répandu entre l'an 1000 et le XIIIe siècle, notamment dans notre région, à travers notamment l'orfèvrerie limousine, qui était la plus fameuse d'Occident à l'époque. À une époque, comme disait le moine Raoul, où la France se couvre d'un manteau blanc, le blanc des églises. On est là donc sur une église qui est d'époque romane, qui a d'assez grandes dimensions. Elle fait environ 15 mètres de longueur pour 8 mètres de largeur. Derrière moi, vous le voyez, l'abside. Une abside à pan coupé d'origine romane. Et puis ensuite, donc, des murs qui s'élèvent entre 2 et 3 mètres de hauteur par endroit, parfois moins. Le temps fait son œuvre, évidemment. Surtout avec les intempéries des derniers jours, on le voit. On a des parties qui s'effondrent encore de jour en jour. C'est l'avenir, c'est le destin, évidemment, d'un monument comme celui-ci. On a les contreforts qui servaient à maintenir le mur de l'église. Ça, c'est plus tardif, les contreforts comme ça. Ils ont été faits après. Tu vois les vestiges des tuiles, les tuiles de la toiture. Et en fait, cette église, qui donc, je vous l'ai dit, depuis au moins le haut Moyen-Âge, est présente ici, avec son cimetière à côté, elle a perduré jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est dans les années 1780 qu'elle commence à être de moins en moins utilisée, parce qu'elle est esselée. On n'est pas à un endroit où il y avait de la population, on était plutôt à un carrefour de population. Donc il y avait des fermes aux alentours, Burlat étant desservie par la collégiale Saint-Pierre, etc. Mais ici, c'était pour toutes les fermes qui étaient aux alentours, et l'église était au centre de toute cette communauté. Mais au XVIIIe, on a des hameaux qui prennent de l'importance, notamment au-dessus, à la Fontasse. Et donc dans les années 1780, comme dans beaucoup d'endroits dans la région, on décide de construire une nouvelle église, plus moderne, plus grande, pour accueillir toujours plus de monde. Et donc, on construit une église à la Fontasse. Et à partir de 1786, l'église que vous voyez ici, Saint-Martial, est progressivement abandonnée. Il n'y a plus de culte, plus de baptême, plus de mariage, plus de sépultures qui sont faites ici dans cette église. Seul le cimetière perdure. On continue d'enterrer des morts dans le cimetière jusqu'en 1850, avant que l'on construise le nouveau cimetière à côté de l'église de la Fontasse, là où il est actuellement. Mais l'église, elle se ruine au moment de la Révolution. Puis pendant 50 ans, le temps fait son œuvre, les voûtes s'effondrent, les plafonds, la toiture. Donc on est ici sur une hauteur qui est probablement beaucoup plus importante qu'à l'origine, puisqu'il doit y avoir tous les encombrements de la toiture, du plafond, etc. Et en 1850, quand on décide de construire un nouveau cimetière à la Fontasse, le monsieur qui était propriétaire du lieu là-bas à la Fontasse, qui était un monsieur Durand, qui habitait pas très loin d'ici, a dit « Je vous donne la parcelle pour construire le cimetière et en contrepartie, vous me donnez les ruines du cimetière et de l'ancienne église de Saint-Martial », ce qui a été fait. Et ce monsieur a donc décidé de transformer cette église qui était en ruine déjà à l'époque, on est dans les années 1850, et il a décidé d'en faire son caveau de famille. Donc ce que vous voyez devant moi, c'est les tombes de cette famille qui ont été mises là à partir donc, de la deuxième moitié du 19e siècle. Et vous le voyez donc au centre de l'église, il y a ces grandes dalles de granit, ces colonnes qui se sont évidemment effondrées, les bases de colonnes qui sont là aussi. Ça, ce sont les vestiges de ce caveau familial du 19e siècle, qui lui aussi est à l'état d'abandon. Et donc on est là au sud de l'église. Ici, vous le voyez, il y a l'emplacement de la porte. Et ici, il y avait la sacristie. Il reste encore des vestiges de murs. Et puis le cimetière qui était tout au sud et à l'est de l'église, comme toujours. On enterre les morts à l'est. Puis ensuite, on fait le tour en passant par le sud. Voilà, mais vous le voyez, il reste plus rien. Et plus le temps passe, plus évidemment, cette église va petit à petit sombrer et être engloutie par la végétation. Et c'est vraiment... c'est trop beau ici.
Et donc, quand cette famille a décidé donc, de faire de ce lieu un lieu d'inhumation, on a fait mettre donc ce linteau en granit avec cette pensée, ces vers en occitan, d'ailleurs écrits dans un occitan phonétique, comme on faisait au XIXe siècle. Et donc, il est écrit « Es aici que vendrei quand sunora monuro, trubanu de beiseis que metandu la ma, suis sigur de beni, mais nous sabis pas caro, beleu sera platar, beleu sera dema ». Donc, quand la famille a décidé de mettre ce linteau, elle a fait inscrire donc cette fameuse phrase, mais vous le voyez aujourd'hui, évidemment, avec le temps, ça a beau être du granit, ça s'abîme, ça s'efface et on voit beaucoup moins bien ce qui est écrit. Et on a un monsieur qui est venu, qui s'appelait Henri Mazzalera, qui est venu ici en 1992, et donc qui a fait une très belle photo qui nous montre très bien l'état qu'il y avait donc, il y a une trentaine d'années, 35 ans. Et on a aussi des photos de l'intérieur de l'église dans les années 1970, en 1970 exactement, qu'on va vous montrer à l'image. Voilà. Donc voilà, c'est une histoire pas banale que cette église. Franchement, c'est assez étonnant qu'une église soit devenue un lieu d'inhumation comme ça pour une famille. Famille protestante, je précise, puisque vous le savez, les catholiques doivent être enterrés dans des cimetières, mais les protestants ont cette particularité d'enterrer près de leur maison ou dans leur propriété, ce qui a été le cas ici, puisque cette famille était protestante. Et donc ce sont des protestants qui ont fait vivre d'une autre façon ce lieu qui a été catholique pendant près de 1000 ans. Donc là, vous le voyez, on est dans le cœur de l'église, ce cœur à pan coupé, hexagonal, et au centre de ce cœur, il y a cet énorme cèdre magnifique qui a été planté là par la famille qui avait racheté l'église au XIXe siècle et qui a été mis à l'emplacement de l'autel. Et aujourd'hui, vous voyez cet arbre qui n'a rien à faire ici, évidemment, qui a été planté de façon absolument volontaire, a été mis à l'emplacement de l'autel, à l'endroit le plus sacré de l'église, là où les énergies sont les plus fortes. Et ce cèdre qui est absolument gigantesque et qui résiste même aux dernières tempêtes, heureusement. Mais voilà, il est l'emblème de cette église transformée en cimetière, puis aujourd'hui en lieu de mémoire. Vraiment magnifique. Vous voyez, il a une belle taille. Je suis très loin d'en faire le tour. Et pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi avoir implanté une église à cet endroit comme ça, sur ce monticule tout à fait en haut, c'est peut-être parce que il y avait quelque chose auparavant. Ça, nous n'en savons rien, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et alors, pour finir sur l'histoire de cette église, il y a une légende. Et vous le savez, les légendes, elles se basent très souvent sur des faits réels. En tout cas, là, c'est une légende. Nous n'avons pas d'archives qui le prouvent. Mais une légende dit que à la fin du XIIIe siècle, il y a un seigneur de Burlatz qui s'appelait Jean et qui aurait retrouvé ici, tout près de l'église, le corps sans vie de Raymond Trincavel, le dernier Trincavel connu, celui dont on perd la trace en 1267 et qui aurait donc fini sa vie, dans quelles conditions on ne le sait pas, mais ici, tout près d'ici, donc tout près de cette église. Mais vous savez le lien qui unissait Burlatz avec les Trincavel depuis le XIIe siècle, la cour d'amour tenue par Adélaïde Azalaïs, en occitan, Azalaïs de Toulouse. Donc voilà, est-ce que cette légende est vraie ou fausse? Difficile à dire, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Voilà pour l'histoire en résumé de Saint-Martial del Puech, qui est un lieu absolument formidable. Et tous ceux qui aiment les vestiges, les ruines, et là on est vraiment dans un lieu de ruines romantiques comme on peut l'imaginer. Alors aujourd'hui il fait très beau, mais parfois quand on vient, quand il y a du brouillard, etc., il y a une atmosphère absolument superbe.